Un vétéran de 82 ans se tient devant le juge Caprio, apparemment un homme simple. Il choque instantanément tout le tribunal lorsqu'il révèle la chose incroyable cachée dans sa manche. La salle d'audience était inhabituellement bondée ce matin-là, le genre d'audience ordinaire du mardi qui, d'une manière ou d'une autre, attirait l'attention de la moitié de la ville. Le bourdonnement des conversations murmurées emplissait l'air jusqu'à ce que la voix de l'huissier retentisse, appelant l'affaire suivante. Un homme âgé se leva du banc de bois au fond, légèrement voûté, la démarche posée, chaque mouvement rappelant la cruauté silencieuse du temps. Walter Ansley, 82 ans, s'approcha du banc avec la dignité de quelqu'un qu'il a mérité toute sa vie. Les néons vacillaient sur sa peau pâle tandis qu'il serrait une petite enveloppe d'une main et ajustait sa manche de l'autre, comme s'il cherchait à se rendre présentable pour quelque chose de bien plus important qu'une contravention. Le juge Frank Caprio leva les yeux de ses notes, s'attendant à une autre brève plaidoirie et excuse. Mais il y avait quelque chose de différent dans le regard du vieil homme, quelque chose de plus profond que la frustration ou la culpabilité. Les chaussures de Walter raclaient doucement le carrelage lorsqu'il prit place devant le juge. Un léger tremblement parcourut ses doigts, mais son expression était calme, presque solennelle. Il regarda la salle d'audience, au-delà du greffier, du sténographe et des officiers debout près du mur. Le faible tic-tac d'une horloge résonna dans la pièce, comme si le temps lui-même avait ralenti pour le surveiller. Il tira de nouveau sur sa manche, puis commença à la retrousser, prudemment, comme s'il déballait un souvenir trop fragile pour être touché. Des halètements rompirent le silence. Sous le fin tissu se trouvaient 2 tatouages militaires délavés, l'encre estompée par le temps, mais toujours reconnaissables, les insignes de son ancienne unité, gravés dans la chair et la mémoire. À côté d'eux, une carte de cicatrice, longue, irrégulière et pâle sur la peau ridée. Le juge Caprio se pencha en avant, les yeux plissés d'incrédulité. Les bras du vieil homme racontaient des histoires que les mots ne pourraient jamais décrire. Il parlait de captivité, de douleur, de survie. L'atmosphère dans la salle d'audience changea, les murmures s'éteignirent, et même les policiers, indifférents quelques instants auparavant, s'immobilisèrent. La voix de Walter se brisa lorsqu'il commença à parler. Il expliqua que l'amende de stationnement qu'il contestait n'était pas seulement une question d'argent ou de règlement, mais qu'elle concernait le jour où il s'était précipité pour déposer les cendres de sa défunte épouse au jardin du souvenir avant le début de la cérémonie. Il s'était garé sur le trottoir quelques minutes à peine, ignorant qu'un agent municipal lui avait dressé une contravention. Il ne l'avait même pas vu, les funérailles l'avaient épuisé, et lorsque la vie arriva des semaines plus tard, ce fut comme un cruel rappel que le deuil n'avait pas de répit. Chaque mot qu'il prononçait portait le poids d'une vie de discipline et de chagrin. La salle d'audience n'entendait plus une plainte, mais le cri d'un homme luttant pour le peu de dignité qui lui restait. Le juge Caprio, connu pour sa compassion, se retrouva à court de mots. Les yeux du vétéran étaient rouges, non pas à cause des larmes, mais de l'épuisement des décennies à porter un fardeau qui ne semblait jamais s'alléger. Les officiers au fond de la salle s'agitèrent, mal à l'aise, leurs expressions sévères s'adoucissant. Même le procureur baissa les yeux sur ses notes, incapable de maintenir l'indifférence habituelle inhérente à son travail. Dehors, la lumière du soleil entrait par les hautes fenêtres, traçant des traînées dorées sur la poussière. À l'intérieur, tout semblait plus lourd. La voix de Walter se fit plus basse, ses mains tremblantes tandis qu'il essayait de stabiliser les papiers qu'il tenait. L'enveloppe qu'il avait apportée n'était ni une preuve ni une plaidoirie. Elle contenait une photo pliée de sa femme debout à côté d'une version plus jeune de lui en uniforme. La photo était pliée et décolorée, mais l'émotion qui la sous-tendait était vive et visible pour tous dans la salle. Le marteau du juge reposait immobile sur le bureau. On ne se sentait plus dans une salle d'audience, on aurait dit un confessionnal, un lieu sacré où la loi et l'humanité se rencontraient. Pourtant, sous le chagrin et l'humilité, quelque chose d'autre s'agitait en Walter. Ce fut subtil au début, une lueur dans ses yeux, une tension dans ses épaules. Ce n'était pas vraiment de la défiance, c'était de la détermination. Des années de silence lui avaient appris la patience. Mais à cet instant précis, c'était comme si chaque injustice silencieuse qu'il avait subie se transformait en quelque chose de précis et de précis. L'amende de stationnement n'était qu'une porte d'entrée. La vraie bataille, celle qu'il avait évitée pendant des décennies, l'attendait juste derrière. Le juge Caprio l'observa attentivement, sentant peut-être le changement, mais sans encore le comprendre.
Sa réputation d'équité avait suscité d'innombrables histoires de souffrance dans sa salle d'audience, mais celle-ci semblait différente, comme le début de quelque chose de bien plus vaste. Sa voix s'adoucit lorsqu'il s'adressa au vieil homme, lui demandant ce qu'il espérait obtenir précisément en contestant l'amende. Mais le regard de Walter ne vacilla pas. Ses doigts tremblants pressèrent la table tandis qu'il redressait son dos, révélant la légère raideur de vieilles blessures jamais complètement cicatrisées. Un silence profond et empreint d'attente s'installa dans la salle d'audience. Les journalistes venus pour un reportage léger sur l'actualité humaine trouvèrent soudain leur caméra braquée sur lui. Le murmure du public s'estompa, ne laissant subsister que le léger bourdonnement des ventilateurs de plafond. Le poids de l'instant flottait dans l'air, électrique et fragile. Les lèvres de Walter s'entr'ouvrirent lentement, et sa voix, bien qu'affaiblie par l'âge, exprimait une autorité tranquille qui brisa le silence. Il déclara qu'il n'était là pour réclamer ni clémence ni pardon. Il ne plaidait pas la pauvreté, ni ne demandait de la compassion. Sa raison était tout autre, plus ancienne, plus froide et infiniment plus forte. Il déclara au tribunal qu'il était venu pour la vérité. Ces mots restèrent suspendus, vibrant de sens, résonnant dans tous les recoins de la salle. Le juge Caprio se renversa en arrière, l'expression indéchiffrable, la gravité de cette déclaration s'imprégnant de son émotion. Personne ne bougea. Les policiers, le greffier, les spectateurs, tous figés dans un étrange silence, comme s'ils pressentaient que cette simple audience pour infraction routière venait de devenir le premier acte de quelque chose de bien plus grand. Même les caméras semblaient hésiter avant de poursuivre leur lent enregistrement de l'histoire en train de se faire. En cet instant, la salle d'audience devint plus qu'un lieu de justice. Elle devint le théâtre de révélation. L'homme frêle devant eux, marqué et épuisé, ne se contentait pas de se défendre, il s'apprêtait à défier le système qu'il avait autrefois rejeté. Sous ses tatouages délavés et ses mains tremblantes se cachaient des histoires que le monde avait choisi d'oublier et des secrets enfouis depuis bien trop longtemps. Et tandis que le juge Caprio croisait le regard impassible de Walter Ansley, il sut instinctivement que cela ne se terminerait pas par une amende ou un non-lieu. Cela se terminerait par la vérité. Le silence qui suivit fut pesant, respectueux, presque sacré. Personne n'osa le rompre. La plume du juge reposait immobile sur le bureau. Walter releva lentement ses manches, les mains tremblantes mais résolues. Il parcourut la salle d'audience du regard, observant les visages qui le fixaient, certains avec pitié, d'autres avec admiration, d'autres avec crainte sans savoir pourquoi. L'instant fut bref, mais il laissa une marque, telle une cicatrice subtile, permanente, inoubliable. En fin de compte, ce ne furent ni les cicatrices ni les tatouages qui stupéfièrent la salle d'audience. C'était la façon dont Walter les portait, avec fierté, avec tristesse et avec une sorte de vérité indiscutable. Il se tenait là, non pas comme un accusé, mais comme un homme reconquérant ce qui lui avait été arraché il y a longtemps. Et même si le juge ne s'en était pas encore rendu compte, cette petite affaire ordinaire allait bientôt dévoiler une chaîne de corruption qui s'étendait bien au-delà des murs de la salle d'audience. Alors que les doigts tremblants de Walter reposaient sur la table et que son regard las croisait à nouveau celui du juge, il murmura les mots qui figèrent la salle. Il dit qu'il n'était pas venu pour la clémence, mais pour la vérité. Et à cet instant, tous les présents comprirent. Il assistait au début de quelque chose de bien plus grand qu'une simple demande de pardon. C'était le début d'un règlement de compte. Un silence tendu persista dans la salle d'audience longtemps après la déclaration silencieuse de Walter Ansley. Le regard du juge Frank Caprio resta fixé sur le vieil homme devant lui, pressentant que quelque chose de bien plus grave qu'une simple infraction au code de la route se tramait. Le froissement des papiers et les pas lointains s'estompèrent jusqu'à ce que ne subsiste que le rythme régulier de la respiration superficielle de Walter. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il se redressait sur le banc, son regard devenant lointain, perdu dans le flou. Walter avait d'abord remarqué les raccourcis, des alliages moins chers remplaçant les plaquages renforcés, des rapports d'essais réécrits du jour au lendemain, des inspecteurs de sécurité discrètement écartés. Lorsqu'il posait des questions, ses superviseurs lui assuraient qu'il ne s'agissait que d'une rationalisation. Mais plus il y regardait de près, plus la vérité devenait claire. Le projet n'était pas amélioré. On le démantelait pour le profit. Elverson Dynamics, l'entrepreneur privé supervisant les travaux, avait commencé à détourner des fonds vers de fausses filiales et des sociétés écrans, gonflant les budgets tout en dégradant la qualité de la technologie, même censée protéger la vie des soldats.
Les panneaux de blindage censés résister aux tirs d'artillerie survivaient de justesse aux essais sur le terrain. Chaque essai raté signifiait une nouvelle mort imminente sur un champ de bataille lointain. Lorsque Walter avait confronté son supérieur immédiat, celui-ci lui avait tapé sur l'épaule et lui avait conseillé de se concentrer sur son salaire. Mais Walter n'en avait pas la capacité. Il avait vu trop de jeunes hommes mourir par cupidité déguisée en patriotisme. Il avait donc fait ce que peu osaient. Il avait rassemblé les données des tests originaux, les notes de service, les images brutes des essais sur le terrain raté, et les avait présentées directement à un comité de surveillance militaire. Il s'attendait à l'indignation. Au lieu de cela, il s'est heurté au silence, puis, des semaines plus tard, à des représailles. Son habilitation de sécurité avait été révoquée. Son nom figurait dans des notes confidentielles le qualifiant des « influences perturbatrices ». Il fut accusé de falsification de rapports, une accusation qui lui coûta sa pension, sa crédibilité et la seule carrière qu'il ait jamais connue. À la fin de l'enquête, Elverson Dynamics en sortit indemne, ses dirigeants étant loués pour leur efficacité en termes de coûts. Walter fut discrètement licencié et averti de ne plus en parler. La honte le poursuivait depuis des années. Chaque candidature se soldait par un rejet après vérification de ses antécédents. Les voisins murmuraient qu'il était cet homme qui s'est fait virer d'un projet gouvernemental. Son mariage était mis à rude épreuve sous le poids des dettes et de la honte. Il ne dit jamais toute la vérité à sa femme, se contentant d'affirmer qu'il avait essayé de faire ce qui était juste et qu'il avait tout perdu. La trahison le rongeait lentement, mais il la supportait avec l'endurance tranquille d'un soldat qui avait déjà connu pire. Ce n'est qu'en de rares moments, lorsque la lumière éclairait son établi à l'angle idéal, ou lorsque le son d'une radio crépitait avec les nouvelles militaires, que la colère refit surface comme une blessure qui refusait de cicatriser. À présent, dans la salle d'audience du juge Caprio, ses fantômes étaient de retour. Debout, Walter oscillait entre passé et présent. Le bruit du métal dans le hangar se mêlait au murmure de la salle, l'odeur d'huile remplacée par du bois poli et du papier. Il fouilla lentement dans la poche de son manteau usé et en sortit un petit dossier, celui-là même qu'il avait caché pendant des années sous le plancher et derrière des cadres. Ses bords étaient effilochés, sa couverture marquée de légères taches d'huile. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de lettres, datées et jaunies, certaines dactylographiées sur du papier à en-tête militaire, d'autres signées par des hommes dont les noms ornaient désormais les bâtiments gouvernementaux. Le juge Caprio, sentant la gravité de la situation, demanda ce qu'il tenait entre les mains. La voix de Walter était basse mais ferme lorsqu'il dit que c'était la preuve de ce qu'ils avaient fait, non seulement à lui, mais à tous les soldats qui leur faisaient confiance. Il déposa les documents sur la table, l'un après l'autre, chaque page pesant du poids d'une histoire enfouie. Il y avait des notes autorisant des réaffectations budgétaires, des signatures d'agents des achats et des notes manuscrites mentionnant un risque acceptable de perte sur le terrain. Chaque mot était un clou dans un cercueil bâti sur la tromperie. Le visage du juge se durcit en parcourant les pages, son front se fronçant davantage à chaque ligne. Le juge Caprio commença à comprendre que l'affaire qui lui était soumise n'était pas fortuite. La citation, la convocation, même le procureur désigné, tout cela aurait pu être orchestré pour surveiller Walter, pour s'assurer qu'il reste silencieux. Cette pensée le déstabilisa. Un frisson parcourut la salle d'audience, celui qui survient lorsque la vérité commence enfin à surgir de sous la surface. Le jeune procureur se leva de sa chaise, la voix crispée, protestant que les documents n'étaient pas pertinents pour l'affaire. Mais Walter l'ignora. Il continua de présenter des documents au juge, tous plus accablants les uns que les autres. La voix du vétéran s'amplifia à mesure qu'il parlait, décrivant les soldats qui avaient fait confiance à l'armure du bouclier sentinelle, des hommes dont la vie avait été perdue parce que la protection promise n'avait jamais fonctionné. Il raconta au tribunal la lettre de dénonciation qu'il avait envoyée et qui avait disparu, les menaces qui avaient suivi et le faux document qui avait détruit sa carrière. La salle était silencieuse, à l'exception de sa voix, qui tremblait non pas de peur, mais d'années de rage et de chagrin contenu. Les spectateurs n'étaient plus de simples observateurs, ils étaient témoins de la répétition de l'histoire. La plume du juge se figea au-dessus de son bloc-notes. Les protestations du procureur s'atténuèrent, sa confiance vacillant sous le poids de ce qu'il entendait. Même la posture ferme de l'huissier se brisa légèrement, sa mâchoire se crispant d'incrédulité. Au fond, l'homme de Elverson Dynamics ajusta ses boutons de manchette et fixa l'horloge, comme s'il comptait les secondes avant que le vieil homme ne se taise.
Mais Walter ne s'arrêta pas. Il sortit une dernière feuille, une lettre portant un sceau officiel, portant des signatures encore actives à Washington. Elle exposait la directive interne visant à réduire au silence les lanceurs d'alerte en les qualifiant d'instables. Elle était datée de la semaine même où Walter avait été licencié. Le juge Caprio se pencha en avant, d'une voix basse et prudente, demandant ce que tout cela signifiait. La réponse de Walter fut douce et posée, chaque mot teinté de vérité. Il dit que c'était la preuve de ce qu'il lui avait fait, ainsi qu'à tous ceux qui portaient l'uniforme et faisaient confiance à leurs dirigeants. Le procureur tenta de reprendre la parole, mais l'instant était déjà passé. Les caméras de la salle d'audience, petites, presque inaperçues auparavant, enregistraient tout. Le léger froissement des papiers, l'éclair de compréhension sur le visage du juge, le sang-froid qui se fendait chez l'homme assis au milieu du public, tout était capté, diffusé et bientôt partagé par des millions de personnes. Dehors, le monde continuait son chemin sans s'en rendre compte, mais dans cette petite salle d'audience, l'histoire commençait à basculer. Pour la première fois depuis des décennies, la vérité que Walter avait portée seul était dite à haute voix, là où elle ne pouvait être enterrée. Et ce qu'il révélerait ensuite allait ébranler l'État tout entier. La vidéo se répandit comme une étincelle sur l'herbe sèche. Du jour au lendemain, la vidéo de Walter Ansley debout devant le juge Caprio, les mains tremblantes et les tatouages décolorés, inonda toutes les plateformes sociales, les chaînes de télévision et les fils d'actualité du pays. On se le remémorait sans cesse, le moment où le vétéran déposait les documents, le silence qui régnait dans la salle d'audience, l'expression du juge lorsque la vérité commença à percer à travers des décennies de mensonges. Les commentateurs l'appelèrent « l'affaire qui a mis le système à terre ». Pour la première fois depuis des années, des inconnus s'interpellaient dans la rue pour parler d'honneur, de justice et de courage. Les associations de vétérans qualifiaient Walter de héros. Les organisations de lanceurs d'alerte offraient leur soutien. Mais sous les vagues d'éloges et de sympathie se cachait autre chose, quelque chose de plus froid, de plus sombre et de bien plus dangereux. En quelques jours, Walter commença à recevoir des lettres anonymes. L'écriture variait, mais le message était toujours le même. Laissez tomber avant de disparaître à nouveau. Au début, il les balaya d'un revers de main. Il avait connu pire, après tout. Mais un matin, sa boîte aux lettres fut arrachée et les pneus de sa voiture lacérés. Il trouva un mot collé à la vitre du conducteur, écrit à l'encre rouge qui avait commencé à couler de la rosée. « Tu étais censé te taire ». La police est arrivée, mais son rapport était vague et dédaigneux, qualifiant l'affaire de « probable canular ». Le juge Caprio, cependant, ne s'est pas laissé convaincre aussi facilement. Les images qu'il avait visionnées, les documents que Walter avait soumis, tout cela le rongeait. Il avait traité des milliers d'affaires au cours de sa longue carrière, mais aucune n'avait jamais représenté un tel poids, un tel danger dissimulé derrière des sourires bureaucratiques et des enveloppes scellées. Tard un soir, après que les lumières du tribunal se furent tamisées et que le personnel fut rentré chez lui, Caprio était assis seul dans son cabinet. Seul résonnait le léger bourdonnement de la lampe de bureau et le grattement de son stylo sur le papier tandis qu'il rouvrait les dossiers de l'affaire Sentinel Shield. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Le témoignage de 1978 que Walter prétendait avoir donné était bel et bien répertorié, mais estampillé d'une fausse classification de sécurité. Quelqu'un l'avait délibérément dissimulé. La signature d'autorisation, faible mais lisible, appartenait à un homme siégeant désormais à la Commission des Forces armées, un sénateur américain qui avait bâti sa carrière sur la transparence et l'éthique. Caprio se cala contre le dossier, fixant le nom jusqu'à ce qu'il devienne flou sur la page. Pour la première fois en des décennies de service, il réalisa que la corruption était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Pendant ce temps, la petite maison de Walter à Providence était devenue un havre de paix. Il avait cessé de répondre aux appels de numéros inconnus. Il vérifiait sous sa voiture chaque matin avant de la démarrer, une vieille habitude militaire qu'il n'avait jamais oubliée. Mais la peur ne l'écrasa pas, elle l'aiguisa. Chaque menace, chaque avertissement ne fit que renforcer sa détermination. Il savait qu'il l'observait et qu'il s'attendait à ce qu'il craque. Mais ils avaient oublié quel genre d'homme il était. Il avait survécu aux prisons de la jungle et à la trahison de son propre gouvernement. Il avait été effacé des archives, mais pas de l'histoire. Cette fois, il ne se battrait pas seul. Le jour de l'audience suivante arriva, les marches du palais de justice étaient bondées. Les journalistes se rassemblèrent comme une volée d'oiseaux impatients. Walter expliqua qu'elles contenaient des données accumulées sur des décennies,
des preuves de résultats d'analyse falsifiés, des notes internes attestant de réductions budgétaires délibérées et des paiements offshore aux dirigeants d'Elverson Dynamics effectués dans le cadre de sous-contrats de défense. Devant le palais de justice, la foule éclata en vacarme. Acclamations, questions, incrédulité. La vidéo allait bientôt défiler à nouveau sur tous les écrans, analysée par les journalistes et décortiquée par les experts. Mais dans cette salle, pendant un instant suspendu, tout s'immobilisa. La vérité avait enfin trouvé sa voie, et elle avait choisi un vieil homme au manteau usé pour la délivrer. Le marteau du juge claqua, mais l'histoire était loin d'être terminée. La suite allait marquer l'histoire nationale. 2 semaines plus tard, la vérité, autrefois murmurée dans l'ombre, éclata dans la lumière du Capitole. Des caméras étaient alignées dans les majestueuses salles de marbre du Congrès, leurs lumières rouges brillant comme des yeux fixes alors que les audiences commençaient. Devant une marée de journalistes et de spectateurs impatients, des hommes qui portaient autrefois des uniformes impeccables et des costumes coûteux s'agitaient maintenant nerveusement sur leurs chaises. Leurs médailles brillaient sous les lumières du plafond, mais leurs visages étaient pâles, dénués de fierté. Le nom de Sentinel Shield résonnait sans cesse dans la salle, non plus comme un projet de défense classifié, mais comme un symbole de trahison. Les sénateurs se penchaient en avant, leurs assistants chuchotaient des nouvelles frénétiques, et toutes les chaînes du pays diffusaient les débats en direct. Pour la première fois depuis des décennies, le pays voyait ce que Walter Hansley avait risqué tout pour révéler. Des contrats valant des millions, signés et acheminés par l'intermédiaire de sociétés écrans. De faux rapports estampillés de fausses signatures. L'argent des contribuables qui disparaissait sur des comptes offshore. Chaque document projeté sur le grand écran derrière la commission racontait la même histoire. La cupidité enveloppée de patriotisme. Lorsque les enquêteurs évoquèrent Elverson Dynamics, un silence s'abattit sur la salle. Ce nom avait du poids, l'un des plus grands fournisseurs de défense du pays, une entreprise autrefois intouchable. Mais désormais, ses dirigeants étaient assis sous serment, la sueur perlant au col, niant, esquivant et trébuchant dans leurs déclarations. Le juge Frank Caprio suivait la diffusion depuis son cabinet à Providence. Sa salle d'audience était devenue un improbable épicentre de la justice. La vidéo virale de Walter dévoilant ses cicatrices avait ravivé quelque chose dans la conscience publique, quelque chose de brut, d'humain et d'attendu depuis longtemps. Les commentateurs ont parlé du moment où l'Amérique s'est souvenue de ses responsabilités. Pour Caprio, ce n'était pas une question de gros titres. Ce qui comptait, c'était le regard de Walter ce jour-là, celui d'un homme qui avait porté la vérité comme un fardeau, trop lourd pour une vie. À mesure que les audiences se poursuivaient, de nouvelles preuves affluaient. Des pistes financières remontaient directement jusqu'à des généraux à la retraite ayant siégé au conseil d'administration d'Elverson. Un sénateur, qui avait autrefois approuvé la libération de Walter, se retrouvait désormais face à la preuve que sa fondation personnelle avait perçu des millions de dollars provenant des mêmes contrats qui avaient saboté Sentinel Shield. Son visage devint gris tandis que les enquêteurs lisaient les chiffres. Les caméras zoomaient sur lui tandis qu'il fouillait dans ses papiers, la voix brisée sous le poids de la révélation. Ceux-là même qui avaient autrefois traité Walter de menteur et de traître se retrouvaient maintenant à se défendre contre des accusations qui pouvaient détruire tout ce qu'ils avaient construit. Partout au pays, des vétérans suivaient l'audience depuis les hôpitaux, les maisons de retraite et les salons silencieux. Certains pleuraient, d'autres saluaient l'écran en silence. Ils se souvenaient du projet, des promesses, des vies qu'il avait coûtées. Pour eux, Walter n'était pas un homme qui ripostait, il était tous les soldats réduits au silence pour avoir dit la vérité. Les journaux titraient « Le vétéran qui a fait tomber un géant ». Des manifestants se sont rassemblés devant le siège d'Elverson avec des banderoles réclamant justice. Les actionnaires ont fui, les contrats ont été suspendus et l'empire autrefois invincible a commencé à se fissurer. Lorsque les verdicts sont tombés, la nation a retenu son souffle. Après des semaines d'audience, la commission du Congrès a publié ses conclusions. Les responsables coupables ont été déchus de leurs titres, certains inculpés, d'autres démissionnant en disgrâce. Elverson Dynamics a été condamné à des amendes de plusieurs milliards de dollars et exclu de futurs contrats de défense. Plusieurs cadres ont été placés en garde à vue, escortés hors de leur tour de verre, menottés, tandis que des hélicoptères de la presse planaient au-dessus. Le sénateur qui avait enterré le témoignage de Walter des décennies plus tôt était poursuivi au pénal pour obstruction à la justice et fraude. L'affaire, qui avait commencé par une simple amende de stationnement,
s'était soldée par un véritable séisme politique. Pourtant, malgré tout le bruit, les interviews, les célébrations, la frénésie médiatique, Walter était introuvable. Lorsque les journalistes l'ont recherché, ils ont découvert qu'il avait discrètement quitté la ville. Il n'était ni au tribunal, ni à aucun point de presse. Il se tenait dans un cimetière paisible à la périphérie de la ville, sous la faible lumière d'un après-midi déclinant. Ses mains, burinées et marquées de cicatrices, tenaient un drapeau américain plié contre sa poitrine. C'était le drapeau qui avait autrefois reposé sur le cercueil de sa femme, le même qu'il avait caché pendant des années, trop honteux pour l'exhiber. Maintenant, il n'y avait plus de honte dans son cœur. Seulement la paix. Debout devant sa tombe, il murmurait des mots qu'aucun appareil photo ne pouvait saisir. Il racontait comment la justice avait enfin été rendue, comment sa confiance en lui avait été sa seule force pendant ces longues années de silence. Le vent agitait les feuilles, portant les faibles sons du monde qui continue d'avancer, ce monde même qu'il avait contribué à rendre un peu plus honnête. Pour Walter, la victoire ne résidait pas dans la punition des puissants. Elle résidait dans la reconquête de son nom, de son honneur et de la dignité qui lui avaient été volés des décennies auparavant. Le juge Caprio, interviewé plus tard par un journaliste local, réfléchit tranquillement à l'affaire. Parfois, dit-il, les plus petites affaires révèlent les plus grandes vérités. Il a admis que lorsque Walter s'est présenté pour la première fois devant lui, il pensait qu'il ne s'agissait que d'une simple audience de routine. Mais ce jour-là était devenu une leçon de droit, mais aussi de courage, un rappel que la justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle tremble, mais tient bon. Les dernières images de Walter ont été diffusées sur toutes les grandes chaînes. Le vétéran sur la tombe de sa femme, le drapeau pressé contre son cœur, ses yeux brillants non pas de tristesse, mais de fierté. Derrière lui, le ciel doré au coucher du soleil, et le faible écho des cloches de l'église flottaient dans le vent. Les présentateurs du journal télévisé se sont tus un instant avant de mettre fin à l'émission. Dans des millions de foyers, les gens ont ressenti le même poids silencieux, une douleur d'admiration, une vague de conviction que la vérité, même après des décennies, pouvait encore triompher. La justice avait retrouvé son chemin. Si vous croyez que la vérité compte encore, partagez cette histoire et permettez au monde de se souvenir de ce qu'un courageux vétéran cachait sous sa manche. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes de la compassion judiciaire, du profond respect pour le service militaire et des secrets bouleversants des anciens combattants. Ce récit vise à souligner l'importance de l'empathie et de la responsabilité, notamment lorsqu'il s'agit de reconnaître les sacrifices de ceux qui ont servi.